Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors, on est à l'épisode 5 de George Sand, et au passage, je vous souhaite une très bonne année, et puis une très bonne écoute. Nous prenions nos leçons dans la chambre de Deschartres, chambre tenue très proprement à coup sûr, mais où régnait une odeur de savonnette à la lavande qui a fini par me devenir nauséabonde. Mes leçons à moi n'étaient pas longues, mais celles de mon pauvre frère duraient toute l'après-midi, parce qu'il était condamné à étudier pour son compte et à préparer son devoir sous les yeux du pédagogue. Il est vrai que, quand on ne le gardait pas à vue, il n'ouvrait pas seulement son livre, il s'enfuyait à travers champs et on ne le voyait plus de la journée. Quand j'allais prendre mes leçons, auprès d'Hippolyte, accoudé sur sa table et jouant aux mouches quand on ne le regardait pas, Ursule était toujours là. Deschartres aimait cette petite fille pleine d'assurance qui lui tenait tête et lui répliquait fort à propos. Comme tous les hommes violents, Deschartres aimait parfois la résistance ouverte et devenait débonnaire, faible même, avec ceux qui ne le craignaient pas. Le tort d'Hippolyte et son malheur était de ne lui jamais dire en face qu'il était injuste et cruel. S'il eût une fois menacé de se plaindre à ma grand-mère ou de quitter la maison, Deschartres eût certainement fait un retour sur lui-même, mais l'enfant le craignait, le haïssait, et ne se consolait que par la vengeance. Ursule, qui était fort sage pendant la leçon, devenait fort turbulente dans les entr'actes. Elle grimpait partout, feuilletait tous les livres, bousculait toutes les pantoufles et toutes les savonnettes, et riait à se rouler par terre de toutes les remarques dénigrantes d'Hippolyte sur la toilette, les habitudes et les manies du pédagogue. Il avait toujours sur les rayons de sa bibliothèque une quantité de petits sacs de graines qu'il expérimentait dans le jardin, rêvant sans cesse au moyen d'acclimater quelques nouvelles plantes fourragères, fromentales ou légumineuses dans le département, et se flattant d'éclipser la gloire de ses concurrents au comité d'agriculture. Nous prenions soin de lui mêler toutes ces graines triées avec tant de scrupules par ses propres mains. Nous mélangions le pastel avec le colza et le sarrasin avec le millet. Si bien que les graines poussaient tout de travers et qu'il récoltait de la luzerne là où il avait semé des raves. Il entassait manuscrit sur manuscrit pour prouver à ses confrères de la société d'agriculture que M. Cadet de Vaux était un âne et M. Rougier de la Bergerie un veau, car c'était en ces termes peu parlementaires qu'il faisait la guerre au système de ses concurrents dans la science agricole. Nous dérangions les feuillets de ces opuscules et nous ajoutions des lettres à plusieurs mots pour y faire des fautes d'orthographe. Il lui arriva une fois d'envoyer le manuscrit ainsi embelli et dérangé à l'imprimerie, et quand on lui envoya ses épreuves à corriger, il entra dans une fureur épouvantable contre le crétin de prod qui faisait de pareilles bévues. Parmi ces livres, il y en avait plusieurs qui excitaient vivement notre curiosité, entre autres le grand Albert et le petit Albert, et divers manuels d'économie rurale et domestique fort anciens et remplis de billevesées. Il y en avait un dont j'ai oublié le titre, que Deschartres avait placé au plus haut de ses rayons, et qu'il prisait pour l'ancienneté de l'édition. Je ne saurais dire au juste de quoi il traite, ni ce qu'il vaut. Nous ne pouvions guère le parcourir, car l'escalade pour le saisir et le remettre en place prenait une partie du temps que nous dérobions à la vigilance du maître. Autant que je m'en souviens, il y avait de tout, des remèdes pour guérir les maladies des hommes et des bêtes, des recettes pour les médicaments, les mets, les liqueurs et les poisons. Il y avait aussi de la magie, et c'était là ce qui nous intéressait le plus. Hippolyte avait ouï dire une fois à Deschartres qu'il s'y trouvait une formule de conjuration pour faire paraître le diable. Il s'agissait de la trouver dans tout ce fatras, et nous nous y reprîmes à plus de 20 fois. Au moment où nous pensions arriver au magique feuillet, nous entendions retentir sur l'escalier les pas lourds de Deschartres. Il eût été plus simple de lui demander de nous le montrer. Il est probable que, dans un moment de bonne humeur, il nous eût enseigné en riant le procédé pour appeler Satan. Mais il nous paraissait bien plus piquant de surprendre le secret nous-mêmes et de faire l'expérience entre nous. Enfin, un jour que Descartes était à la chasse, Hippolyte vint nous chercher. Il avait, ou il croyait avoir trouvé, parmi divers grimoires, celui qui servait à l'incantation.
Il y avait des paroles à dire, des lignes à tracer par terre avec de la craie, et je ne sais quelles autres préparations qui m'échappent et que nous ne pouvions réaliser. Soit qu'Hippolyte se moqua de nous, soit qu'il crut un peu à la vertu des formules. Nous fîmes ce qu'il nous prescrivait, lui, le livre à la main, nous parcourant, en différents sens, les lignes tracées par terre. C'était une sorte de table de Pythagore, avec des carrés, des losanges, des étoiles, des signes du zodiaque, beaucoup de chiffres et d'autres figures kabbalistiques dont le souvenir est assez confus en moi. Ce que je me rappelle bien, c'est l'espèce d'émotion qui nous gagnait à mesure que nous opérions. Il était dit que le premier indice du succès de l'opération serait le jaillissement d'une flamme bleuâtre sur certains chiffres ou certaines figures, et nous attendions ce prodige avec une certaine anxiété. Nous n'y croyions pourtant pas. Hippolyte, étant déjà assez esprit fort, et moi ayant été habitué par ma mère et ma grand-mère, d'abord sur ce point, à regarder l'existence du diable comme une imposture, la fiction d'un croque-mitaine pour les petits-enfants. Mais Ursule eut peur, tout en riant, et quitta la chambre sans qu'il fût possible de l'y ramener. Alors mon frère et moi, nous trouvant seuls à l'œuvre, et la gaieté de notre compagne ne nous soutenant plus, nous reprîmes l'opération avec une sorte de courage. Malgré nous, l'imagination s'allumait, et l'attente d'un prodige quelconque nous agitait un peu. Aussitôt que les flammes paraîtraient, nous pouvions en rester là, et ne pas insister pour que, sous les chiffres du milieu, le plancher fût percé par les 2 cornes de Lucifer. « Bah !» disait Hippolyte. « Il est écrit dans le livre que les personnes qui n'oseraient pas aller jusqu'au bout peuvent, en effaçant bien vite certains chiffres, faire entrer le diable sous terre au moment où il passe la tête dehors. Seulement, il faut éviter que ses yeux soient sortis, car aussitôt qu'il vous a regardé, vous n'êtes plus maître de le renvoyer avant de lui avoir parlé. » Moi, je ne sais pas si j'oserais, mais, tout au moins, je voudrais voir le bout de ses cornes. Mais s'il nous regarde, et s'il faut lui parler, disais-je, que lui dirons-nous ? Ma foi, répondit Hippolyte, je lui commanderai d'emporter Deschartres, son flageolet, et tous ses vieux bouquins. Ma mère nous quitta au commencement de l'automne. Elle ne pouvait abandonner Caroline et se voyait forcée de partager sa vie entre ses 2 enfants. Elle me raisonna beaucoup pour m'empêcher de vouloir la suivre. J'avais un vif chagrin. Mais nous devions tous partir pour Paris à la fin d'octobre. C'était 2 mois de séparation tout au plus, et l'effroi qui s'était emparé de moi l'année précédente, à l'idée d'une séparation absolue, était dissipé par la manière dont j'avais vécu auprès d'elle, presque sans interruption depuis ce temps-là. Elle me fit comprendre que Caroline avait besoin d'elle, que nous serions bientôt réunis à Paris, qu'elle viendrait encore à Nohant l'année suivante. Je me soumis. Ces 2 mois se passèrent sans encombre. Je m'habituais aux manières imposantes de ma bonne maman. J'étais devenu assez raisonnable pour obéir sans effort, et elle s'était, de son côté, un peu relâchée envers moi de ses exigences de bonne tenue. À la campagne, elle était moins frappée des inconvénients de mon laisser-aller. C'est à Paris qu'en me comparant aux petites poupées du beau monde, elle s'effrayait de mon franc-parler et de mes allures de paysanne. Alors recommençait la petite persécution qui me profitait si peu. Nous quittâmes Nohant ainsi qu'on me l'avait promis, au premier froid. Il fut décidé qu'on mettrait Hippolyte en pension à Paris, pour le dégrossir de ses manières rustiques. Deschartres s'offrit à l'y conduire, à faire choix de l'établissement destiné au bonheur de posséder un élève si gentil et à l'y installer. On lui fit donc un trousseau. Comme il devait aller prendre avec Deschartres la diligence à Châteauroux, il fut convenu que nous traverserions la Brande ensemble, nous dans la voiture conduite par Saint-Jean et les 2 vieux chevaux, Hippolyte et Deschartres à cheval sur les paisibles juments de la ferme. On partait avant le jour pour arriver à la Brande au lever du soleil, afin d'en être sorti à son coucher. Toute une journée pour faire ces 4 ou 5 lieues de traverse. Ce n'était pas trop avec Saint-Jean, qui ménageait ses bêtes, et ne manquait jamais de se perdre pour peu qu'il eût bu le coup de l'étrier. Quand par instinct, ses chevaux suivaient le bon chemin, il s'endormait profondément sur sa selle, et alors, gare aux fondrières, et tant pis pour nous. Heureusement, cette fois, nous avions une escorte, Deschartres,
qui connaissait bien la route, marchait devant au petit trot, et Hippolyte, sur les flancs, stimulait l'ardeur de nos chevaux et tenait Saint-Jean en haleine. Je vis peut-être un peu moins ma mère à Paris dans l'hiver de 1811 à 1812. On m'habituait peu à peu à me passer d'elle, et de son côté, sentant qu'elle se devait davantage à Caroline, qui n'avait pas de bonne maman pour la gâter, elle secondait le désir qu'on éprouvait de me voir prendre mon parti. J'eus, cette fois, des distractions et des plaisirs conformes à mon âge. Ma grand-mère était liée avec Madame de Fargès, dont la fille, Madame de Pontcarré, avait une fille charmante, nommée Pauline. On nous fit faire connaissance et nous sommes restés intimement liés jusqu'à l'époque de nos mariages respectifs, qui nous ont éloignés l'une de l'autre, avec des circonstances que je raconterai en leur lieu. Pauline, qui fut plus tard une ravissante jeune fille, était un enfant blond, mince, un peu pâle, vif, agréable et fort enjoué. Elle avait une magnifique chevelure bouclée, des yeux bleus superbes, des traits réguliers et, à peu de choses près, le même âge que moi. Comme sa mère était une femme de beaucoup d'esprit, l'enfant n'était point maniérée. Cependant, elle avait une meilleure tenue que moi. Elle marchait plus légèrement et perdait beaucoup moins souvent ses gants et son mouchoir. Aussi ma grand-mère me la proposait-elle pour modèle à toute heure, moyen infaillible pour me la faire détester si j'avais eu l'amour-propre qu'on voulait me donner, et si je n'avais pas eu toute ma vie un besoin irrésistible de m'attacher aux êtres avec lesquels le hasard me fait vivre. J'aimais donc tendrement Pauline, qui se laissa aimer, c'était là sa nature. Elle était bonne, sincère, aimable, mais froide. J'ignore si elle a changé, cela m'étonnerait beaucoup. Hippolyte était en demi-pension. Dans l'intervalle des heures qu'il passait à la maison et les jours de congé, il prenait la leçon de danse et la leçon d'écriture avec nous. Je dirai quelque chose de nos maîtres, dont je n'ai rien oublié. Monsieur Gogo, le maître de danse, était danseur à l'opéra. Il faisait grincer sa pochette et nous tortillait les pieds pour nous les placer en dehors. Quelquefois Deschartres, assis tant à la leçon, renchérissait sur le professeur pour nous reprocher de marcher et de danser comme des ours ou des perroquets. Mais nous, qui détestions le marché prétentieux de Deschartres et qui nous trouvions Monsieur Gogo singulièrement ridicule de se présenter dans une chambre comme un zéphyr qui va battre un entrechat, nous nous hâtions, mon frère et moi, de nous tourner les pieds en dedans aussitôt qu'il était parti. Et comme il nous les disloquait pour leur faire prendre la première position, nous nous les disloquions en sens contraire, dans la crainte de rester comme il nous voulait arranger. Nous appelions ce travail en cachette la 6e position. On sait que les principes de la danse n'en admettent que 5. Le maître d'écriture s'appelait Monsieur Lubin. C'était un professeur à grande prétention et capable de gâter la meilleure main avec ses systèmes. Il tenait à la position du bras et du corps, comme si écrire était une mimique chorégraphique. Mais tout se tenait dans le genre d'éducation que ma grand-mère voulait nous donner. Il fallait de la grâce dans tout. Monsieur Lubin avait donc inventé divers instruments de gêne pour forcer ses élèves à avoir la tête droite, le coude dégagé, 3 doigts allongés sur la plume et le petit doigt étendu sur le papier de manière à soutenir le poids de la main. Comme cette régularité de mouvement et cette tension des muscles sont ce qu'il y a de plus antipathique à l'adresse naturelle et à la souplesse des enfants, il avait inventé, numéro 1 pour la tête, une sorte de couronne en baleine, numéro 2, pour le corps et les épaules, une ceinture qui se rattachait par derrière à la couronne au moyen d'une sangle. Numéro 3, pour le coude, une barre de bois qui se vissait à la table. Numéro 4, pour l'index de la main droite, un anneau de laiton soudé à un plus petit anneau dans lequel on passait la plume. Numéro 5, pour la position de la main et du petit doigt, une sorte de socle en buis avec des entailles et des roulettes. Joignez à tous ces ustensiles, indispensables à l'étude de la calligraphie, selon Monsieur Lubin, les règles, le papier, les plumes et les crayons, toutes choses qui ne valaient rien si elles n'étaient fournies par le professeur. On verra que le professeur faisait un petit commerce qui le dédommageait un peu de la modicité du prix attribué généralement aux leçons d'écriture. D'abord, toutes ces inventions nous firent beaucoup rire, mais au bout de 5 minutes d'essai, nous reconnûmes que c'était un vrai supplice, que les doigts s'ankylosaient, que le bras se roidissait,
et que le bandeau donnait la migraine. On ne voulut pas écouter nos plaintes, et nous ne fûmes débarrassés de M. Lubin que lorsqu'il eut réussi à nous rendre parfaitement illisibles. La maîtresse de piano s'appelait Madame de Villiers. C'était une jeune femme, toujours vêtue de noir, intelligente, patiente, et de manière distinguée. J'avais en outre, pour moi seul, une maîtresse de dessin, Mademoiselle Greuze, qui se disait fille du célèbre peintre et qui l'était peut-être. C'était une bonne personne, qui avait peut-être aussi du talent, mais qui ne travaillait guère à m'en donner, car elle m'enseignait de la manière la plus bête du monde à faire des hachures, avant de savoir dessiner une ligne et à arrondir de gros vilains yeux avec d'énormes cils qu'il fallait compter un à un, avant d'avoir l'idée de l'ensemble d'une figure. En somme, toutes ces leçons étaient un peu de l'argent perdu. Elles étaient trop superficielles pour nous apprendre réellement aucun art. Elles n'avaient qu'un bon résultat, c'était de nous occuper, et de nous faire prendre l'habitude de nous occuper nous-mêmes. Mais il eût mieux valu éprouver nos facultés et nous tenir ensuite à une spécialité que nous eussions pu acquérir. Cette manière d'apprendre un peu de tout aux demoiselles est certainement meilleure que de ne leur rien apprendre. C'est encore l'usage, et on appelle cela leur donner des talents d'agrément. Agrément que nient, par parenthèse, les infortunés voisins condamnés à entendre des journées entières certaines études de chant ou de piano. Mais il me semble que chacune de nous est propre à une certaine chose, et que celles qui, dans l'enfance, ont de l'aptitude pour tout, n'en ont pour rien par la suite. Dans ce cas-là, il faudrait choisir et développer l'aptitude qui domine. Quant aux jeunes filles qui n'en ont aucune, il ne faudrait pas les abrutir par des études, qu'elles ne comprennent pas et qui parfois les rendent sottes et vaines, de simples et bonnes qu'elles étaient naturellement. L'éducation étant ce qu'elle est, je ne regrette pas que ma bonne grand-maman m'ait forcé de bonne heure à saisir ces différentes notions. Si elles n'ont produit chez moi aucun résultat d'agrément pour les autres, elles ont du moins été pour moi-même une source de pure et inaltérable jouissance, et m'étant inculquées dans l'âge où l'intelligence est fraîche et facile, elles ne m'ont causé ni peine ni dégoût. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!